Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observe Actu TV. Nous traversons une époque de rupture tectonique. Qu'il s'agisse du Proche-Orient, de l'Afrique subsaharienne ou du conflit en Ukraine, les grilles de lecture traditionnelles s'effondrent. L'ordre international hérité de 1945, prétendument fondé sur le droit, dévoile chaque jour un peu plus ses contradictions et un deux poids deux mesures devenu insoutenable pour le Sud global. Face au bruit médiatique, à la propagande de guerre et à l'analyse instantanée, nous avons besoin de prendre du recul, de la hauteur académique et du courage politique. Pour décrypter ce basculement du monde, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Adnan Limam, professeur de droit public et de relations internationales, chercheur, analyste politique et fondateur de l'Académie Anon d'études stratégiques. Vous êtes l'auteur d'une œuvre rigoureuse qui fait le pont entre le droit, la géopolitique et la théopolitique. Votre thèse de doctorat d'État, publiée sous le titre « L'islam et la guerre », est aujourd'hui une référence internationale présente dans les collections des plus grandes universités mondiales, de Harvard à Sciences Po Paris. Vous publiez également des analyses chirurgicales sur la question palestinienne et les impérialismes modernes, refusant systématiquement le prêt-à-penser. Bonjour Adnan Limam et merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Ce sera une occasion effectivement de prendre le recul nécessaire pour avoir une approche globale et adaptée aux changements qui se déroulent sous nos yeux dans le monde. Absolument. Alors justement, lorsqu'on observe le conflit en Palestine, les médias occidentaux se focalisent sur une approche purement séculière ou sécuritaire. Pourtant, dans votre ouvrage consacré à la Palestine, vous introduisez un concept clé, la théopolitique de la fin des temps. Vous y démontrez que pour comprendre les décisions stratégiques à Washington ou Tel Aviv, il faut impérativement décoder les logiciels messianiques qui guident certains cercles de pouvoir. Ma question, pouvez-vous nous expliquer comment ce messianisme actif, qu'il soit évangélique, américain ou sioniste religieux, dicte aujourd'hui la réalité des opérations militaires et de la colonisation sur le terrain, loin des discours diplomatiques de façade? Eh bien, il faut tout d'abord essayer de cerner la notion de messianisme, de lui donner une assise scientifique. Et ce faisant, il faut peut-être même essayer de définir cette notion pour qu'elle puisse faire figure de grille de lecture scientifique ou quasi scientifique des événements qui se déroulent sous nos yeux. Il faut rappeler en premier lieu que les grilles de lecture classiques et traditionnelles sont largement inopérantes pour expliquer ce qui se passe dans l'Ouest asiatique, appelé occidentalement Proche-Orient, parce que il faut Une petite coupure. Une appellation teintée d'occidentalocentrisme. Donc, il faut rappeler que donc, ces événements qui se déroulent dans l'Asie de l'Ouest, pour utiliser des termes neutres, ne peuvent pas s'expliquer par les grilles de lecture classiques et usuelles. Il ne s'agit pas seulement de mobiles géopolitiques ou de mobiles géoéconomiques ou autres, ou géostratégiques. Il est très courant de voir beaucoup d'analystes concevoir et appréhender l'entité sioniste comme étant une entité fonctionnelle au service des gros intérêts stratégiques et géopolitiques occidentaux. Et c'est une approche totalement erronée. Elle n'explique rien. Quel est le véritable intérêt des États-Unis à entrer en guerre avec
plusieurs États de la région, dont principalement l'Iran, et à entrer en guerre contre le monde musulman dans son ensemble, désigné comme étant l'ennemi planétaire par les documents de l'OTAN. Et il faut rappeler à ce titre qu'après l'effondrement du communisme, le monde musulman dans son ensemble a été désigné comme étant l'ennemi planétaire de l'Occident. Ceci n'a donc aucune explication rationnelle, logique, géostratégique, géopolitique, géoéconomique. Il faut recourir à d'autres grilles de lecture. Et dans ce sens, il faut rappeler que la géopolitique, son objet, c'est quoi? C'est d'analyser les rapports interactifs entre les réalités spatiales et les stratégies politiques mises en œuvre effectivement par un État ou un groupe d'États donnés. Donc, il s'agit ici d'espace, d'interaction entre l'espace et les choix politiques. Je propose d'aller vers d'autres grilles de lecture qui concernent le temps et non pas l'espace. Dans ce sens, j'ai essayé de promouvoir une nouvelle discipline scientifique que j'ai appelée l'histopolitique et qui a pour objet d'analyser les rapports interactifs entre le temps passé, ou plus précisément les représentations du temps passé et les stratégies politiques actuelles. Pour être plus clair, la création de l'entité sioniste, à titre d'exemple, relève de quoi? Elle relève autant de la géopolitique que, et surtout, de ce que j'ai appelé l'histopolitique, c'est-à-dire d'un narratif tronqué du passé, de l'histoire, sur lequel s'articulent des stratégies politiques effectivement mises en œuvre. Pour créer l'entité sioniste, on nous a présenté un narratif historique au vu duquel les Juifs ont occupé cette terre il y a 3000 ans ou 2000 ans ou je ne sais quoi, et qu'ils ont été chassés par les Romains en 70 après Jésus-Christ à l'occasion de la destruction, de la deuxième destruction du temple, et ensuite ils se sont éparpillés partout dans le monde, et sur cette base ils ont un droit au retour en tant que descendants des anciens Hébreux qui occupaient le pays il y a plus de 2000 ans. Bien évidemment, il s'agit là ce narratif n'a aucune valeur en droit international, mais nous ne parlons pas ici de droit international. Parlons d'histopolitique. Donc, ce narratif totalement tronqué, et même les historiens juifs ont démontré qu'il s'agit d'un narratif qui ne correspond pas du tout à la réalité historique. Dans Shlomo Sand, par exemple, dans le livre qu'il a consacré à la question, un livre de référence, Comment le peuple juif fut inventé, il démontre que l'écrasante majorité des Juifs qui habitent actuellement en occupés descendent des Khazars, qui sont un peuple turco-mongol. Et dit, par exemple, Arthur Kostler, il dit que les Israéliens actuels sont en fait venus des plaines de la Volga et ne sont pas venus des rives du Jourdain. Ils n'ont strictement rien à voir avec les anciens Hébreux. Donc, ceci pour dire qu'on a construit un narratif historique qu'on a imposé dans les représentations des gens et des élites. Donc, il s'agit d'une histoire représentée, non pas d'une histoire réelle, sur laquelle on a bâti une stratégie politique qui a effectivement abouti à la création de l'entité sioniste et à la dépossession de tout un peuple de sa terre. C'est pour cela que je dis, d'ailleurs, dans le livre consacré à la question palestinienne,
que l'entité sioniste est en fait l'enfant bâtard des relations adultérines entre la géopolitique et l'histopolitique. Donc, pour en revenir à la dimension temps, la géopolitique et la dimension espace. Mais il y a aussi dans les stratégies politiques la dimension temps. Donc, pour ce qui est du temps passé, il s'agit donc, l'histopolitique a pour objet d'étudier les relations interactives entre les représentations du temps passé et non pas l'histoire réelle. Il faut bien distinguer entre ces deux choses totalement différentes, entre les représentations du temps passé et les stratégies politiques actuelles. Donc, voilà, c'est une discipline que je me propose de promouvoir pour expliquer bien des choses dans la création même de l'entité sioniste. S'agissant maintenant du temps futur, nous avons parlé du temps passé. S'agissant du temps futur, c'est le messianisme. Ce n'est ni la géopolitique ni l'histopolitique, c'est le messianisme. Le messianisme, je le définis en tant que discipline scientifique, non pas en tant que cadre dans lequel on rassemble des légendes et des représentations. En tant que discipline scientifique, nous pouvons le définir comme ayant pour objet l'analyse des rapports, des interactions entre les représentations, non pas du temps passé, mais du temps futur, et les stratégies politiques effectivement en vigueur. Donc, sur la base de cette définition, nous pouvons clairement voir que la politique américaine actuelle et la politique sioniste actuelle reposent en plus des mobiles et des bases géopolitiques et géoéconomiques et géostratégiques traditionnelles, reposent en partie aussi sur le mobile messianique, sur le messianisme, c'est-à-dire sur des représentations mentales du temps futur, puisque, à titre d'exemple, le chef du gouvernement sioniste dit clairement qu'il adopte le projet du Grand Israël, qui est un projet qui procéderait, selon certaines interprétations spécieuses, qui procéderait de la Torah et qui serait en rapport avec l'avènement de ce que les Juifs appellent le Mashiach. Donc, il y a toute une politique agressive, expansionniste, génocidaire, qui est basée sur quoi? Sur une représentation du temps futur. C'est clair, je crois. C'est aussi la même chose pour la politique américaine, surtout quand les républicains sont au pouvoir, parce que le parti républicain intègre et adopte les grilles de lecture ayant rapport avec le sionisme chrétien, qui est en fait le père des sionismes. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le sionisme a été élaboré dans sa première mouture, du moins dans un milieu chrétien protestant. Le sionisme chrétien a précédé le sionisme juif d'au moins 2 siècles. Et il se base justement sur des représentations du temps futur. Il se base sur le fait que la création d'une entité sioniste, c'est-à-dire le retour des Juifs en Palestine occupée, est une condition sine qua non pour l'avènement du Christ et pour l'avènement de la période de 1000 ans durant laquelle la paix et la félicité vont régner sur le monde. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les millénaristes. Donc, cette thèse, entre guillemets, totalement adoptée par le sionisme chrétien et ses tenants, est au cœur aujourd'hui de la politique américaine dans la région.
il y a un mobile messianique tout à fait évident qui sous-tend la politique américaine dans la région. Bien évidemment, ceci semble sortir des cadres habituels et normaux à travers lesquels on envisage la haute politique internationale, mais c'est la pure réalité. Et dans ce sens, revenir aux déclarations de Trump, aux déclarations de son secrétaire à la Défense qui présente cette guerre comme étant une guerre religieuse, et le discours qu'il a fait diffuser auprès des soldats américains au vu duquel cette guerre serait le prélude à la grande guerre de la fin des temps connue sous le nom d'Armageddon. Le Newsweek, le Guardian et autres journaux et magazines qui ont une certaine crédibilité en ont fait état. On a fait état de centaines de plaintes de la part de soldats américains qui se sont offusqués de se voir administrer pareil discours à la veille de la guerre contre l'Iran. En plus, l'ambassadeur américain en Palestine occupée auprès de l'entité sioniste a carrément déclaré, il y a maintenant à peu près peut-être 3 mois ou un peu plus, qu'il est du droit d'Israël de s'étendre dans la région et d'être la principale force de la région, et que ceci serait pour elle un droit biblique. Il carrément, devant tout le monde, il ne s'en est pas caché. Donc, ne pas prendre en considération l'aspect messianique ou le mobile messianique dans ce qui se passe au Proche-Orient relève purement et simplement de l'aveuglement. Mais il faut bien évidemment bien maîtriser les outils messianiques et les dessins messianiques pour pouvoir décrypter et déchiffrer ce qui se passe dans la région. En plus, sur ce plan et dans ce cadre, donc, l'Iran aussi n'est pas en reste en ce qui concerne le messianisme. Le messianisme est au cœur du système politique iranien, du régime politique iranien et de la constitution iranienne. La constitution iranienne est articulée autour d'un projet messianique, en fait. L'article 5 de la constitution iranienne, par exemple, considère le guide suprême, le guide de la révolution, comme étant le vicaire de l'imam des temps, de l'imam du temps plutôt, l'imam Zaman, ou Sahab Zaman, de l'imam du temps, c'est-à-dire le Mahdi tant attendu par les musulmans dans leur ensemble. Mais à la différence des sunnites qui ont qui adoptent un messianisme passif, un messianisme qui se borne à attendre les prophéties des hadiths de notre prophète. Les chiites adoptent un messianisme actif, c'est-à-dire un messianisme qui leur impose de préparer le terrain à l'avènement de ce qu'ils appellent l'imam du temps. Et ceci est consacré par la Constitution. Tout le système politique iranien gravite autour de ce pilier fondamental qui consiste dans la mise en œuvre institutionnelle de cette croyance arrêtée chez les chiites duodécimains, c'est les chiites ja'farites duodécimains, puisque
le chiisme duodécimain est consacré par la Constitution comme étant le rite officiel de la République islamique d'Iran, qui bien évidemment impose, la Constitution elle-même impose la liberté de conscience et de croyance. C'est officiel, mais ce n'est pas un rite exclusif qui exclut les autres rites ou les autres croyances. En Iran, bien évidemment, les sunnites ont leur place, les juifs sont représentés au Parlement, etc. Donc, il ne s'agit pas d'un rite exclusif ou unilatéralement imposé à tout le monde, mais il s'agit tout simplement du rite officiel de la République islamique d'Iran. Donc, bien évidemment, à la lumière de ce qui précède, donc, il devient évident pour les gens qui maîtrisent ces outils messianiques que la guerre qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui a certes des mobiles géopolitiques et économiques, mais repose essentiellement sur des mobiles de nature messianique. Alors, et sur le plan purement militaire, vous évoquez un enlisement stratégique d'Israël à Gaza. Pourquoi l'appareil sécuritaire le plus sophistiqué de la région n'arrive-t-il pas à transformer sa supériorité technologique en victoire politique ? Bien évidemment, c'est le propre des guerres asymétriques. Dans le cadre des guerres asymétriques, la supériorité militaire écrasante ou la supériorité technologique ne se traduisent pas nécessairement par la victoire militaire, bien évidemment. Il y a plusieurs dimensions à travers lesquelles nous pouvons appréhender ce qui s'est passé à Gaza, mais sur le plan strictement militaire, bien évidemment, Gaza a été détruite, il y a eu un génocide, et tout cela, bien évidemment, est insupportable, mais sur le plan militaire, l'appareil militaire israélien, sioniste, a été incapable de finir la guerre et de triompher de la résistance palestinienne jusqu'à aujourd'hui, en fait. Est-ce que le prix payé se justifie ou non? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est en effet le propre des guerres asymétriques. L'armée israélienne est aujourd'hui incapable de vaincre militairement le Hezbollah. Elle est tenue en échec aujourd'hui au sud du Liban. Elle est manifestement tenue en échec par le Hezbollah, qui est, en dernière analyse, une milice armée, qui ne constitue pas une armée étatique. Il est tenu en échec par le Hezbollah et subit de très lourdes pertes qui sont très largement cachées et camouflées. Donc, c'est le propre des guerres asymétriques. Les Viet Cong ont triomphé de l'armée américaine. La révolution algérienne a triomphé d'une armée française soutenue par l'OTAN. Donc, le propre des guerres asymétriques, c'est que la supériorité technologique, la supériorité conventionnelle, la supériorité en armes, en nombre d'hommes engagés sur le terrain, ne suffit point à assurer le triomphe. Clairement. Venons-en au droit, votre cœur de métier. Nous assistons en direct à l'impuissance chronique de l'ONU, de la CIJ et de la CPI. Pour l'opinion publique du Sud global, le droit international n'est plus qu'un outil à géométrie variable. Dans votre ouvrage de référence, L'Islam et la guerre, vous avez mené une étude comparative approfondie sur les doctrines juridiques de la guerre et les limites de la violence légitime. En confrontant vos travaux académiques et la réalité actuelle, sommes-nous arrivés au point de rupture définitif de l'ordre multilatéral de l'après-guerre? Le droit international peut-il survivre au traitement
de la situation à Gaza? S'il vous plaît, répétez la question parce qu'il y a eu une petite coupure due peut-être à la connexion. Alors, je disais qu'en confrontant vos travaux académiques justement à cette réalité actuelle, Oui. est-ce que vous êtes arrivé au point de rupture définitive de l'ordre multilatéral de l'après-guerre? Le droit international peut-il survivre au traitement de la situation à Gaza? Il faut dans ce sens revenir à des références, tenues pour être certaines, pour ne pas être acculé à spéculer. Donc, notre référence en la matière sera le document récemment publié par les États-Unis à propos de leur doctrine officielle, de leur stratégie officielle de sécurité nationale. Ce document a été publié et mis à la disposition du public en décembre 2025. La lecture de ce document est très instructive. Elle nous livre l'approche américaine qui se libère totalement des contraintes du droit international, qui dit que les organisations internationales ne servent à rien, que la plupart d'entre elles sont anti-américaines. Quand ils disent que les organisations internationales ne servent à rien et qu'elles sont anti-américaines, cela, bien évidemment, fait exploser tout le système des relations internationales fondé entre les États, selon laquelle les relations entre les États doivent être gouvernées par le droit international. Les États-Unis, jusqu'à récemment, ont toujours pris la peine d'envelopper leurs actions hégémoniques et leurs entreprises hégémoniques par un semblant de légitimité ou de légalité internationale, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis ne prennent plus la peine d'essayer de justifier leurs actions par une lecture, par des interprétations tirées par les cheveux du droit international. Quand Trump a attaqué le Venezuela, il n'a pas pris la peine de justifier cela au regard du droit international. Quand il a attaqué l'Iran, c'est la même chose. Donc, il y a bien évidemment un basculement, ce qu'on peut appeler un basculement systémique. Nous basculons d'un système mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel le droit international a un rôle et une importance qui varie bien évidemment selon les époques, à un système de loi de la jungle, instauré délibérément par les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. De ce fait, donc, il faut bien évidemment enterrer, et il faut exclure, en fait, aujourd'hui, il faut exclure le droit international de nos discussions sur la politique internationale, puisqu'il ne sert strictement à rien. Et l'ONU se trouve complètement en déphasage avec ce qui se passe dans le monde, et elle fait montre d'une impuissance structurelle, puisque les organes de l'ONU sont en fait dirigés de fait par des États et non pas par une entité supranationale qui se superpose aux États. Donc, si les États décident que le droit international n'est plus de mise, il ne sera plus de mise, effectivement. Et il s'agit là, bien évidemment, d'une décision américaine unilatérale qui a été mise en œuvre. Les États-Unis se sont retirés de beaucoup d'organisations internationales. Leur président ne laisse pas une occasion de déclarer qu'il s'en fout du droit international, que le droit international ne lui signifie strictement rien.
Le chef du gouvernement israélien a dit la même chose. Des membres importants du cabinet israélien ont carrément déclaré, ils font dans ce sens dans la surenchère, ils ont carrément déclaré que nous sommes le peuple élu et que parmi les privilèges du peuple élu, c'est qu'il n'est pas astreint au droit international. C'est que le peuple élu ne doit pas être soumis aux règles du droit international. Donc, ceci est clairement déclaré. Donc, à quoi sert-il de discuter de droit international avec des partis qui ne le reconnaissent pas? Il faut donc passer, il faut oublier les règles et les critères d'analyse juridique pour passer à autre chose, en fait, pour passer à autre chose et essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Il y a une seule chose qui est signifiante dans l'esprit de cette oligarchie qui a fait, en fait, qui est en train de faire exploser l'ordre international établi, c'est le rapport des forces sur le terrain et rien d'autre. Mais vous avez vous-même entrepris des démarches juridiques audacieuses, notamment des plaintes visant des instances internationales. Quel est l'impact de ces actions? Est-ce un combat purement symbolique ou le droit reste-t-il une arme de résistance efficace malgré tout? Il y a bien évidemment toujours des domaines et des secteurs dans lesquels le droit est toujours opérationnel, mais les démarches que j'ai entreprises sont basées non pas sur le droit international, mais sur le droit interne, en fait. Bon, c'est un peu long à expliquer, mais il y a toujours, bien évidemment, des secteurs et des domaines dans lesquels le droit signifie quelque chose et a effectivement une certaine effectivité. Mais analyser les politiques et les guerres américaines d'aujourd'hui, les guerres américaines et israéliennes d'aujourd'hui à la lumière du droit international ne sert strictement à rien. Je n'ai pas dit que le droit international a cessé d'exister. Ce n'est pas cela mon propos. Mon propos, c'est que quand on parle de la guerre contre l'Iran ou de la guerre contre le Venezuela ou du projet sioniste du Grand Israël, des guerres qui en découlent et qui en découleront, il ne sert à rien d'intégrer le droit international dans la discussion, parce que cela va complètement fausser notre entendement et notre compréhension des choses. C'est cela, mais bien évidemment, les rapports d'un État X avec un État Y, les rapports normaux resteront toujours soumis au droit international, mais le droit international a pris un congé en ce qui concerne la politique, la nouvelle politique hégémonique américaine trumpiste et la politique sioniste. De toutes les façons, l'entité sioniste n'a jamais respecté le droit international et elle le dit, elle ne le respectera jamais. Pour elle, elle se considère comme étant au-dessus du droit international et c'est ce que leurs propres responsables disent et déclarent. Clairement. Justement, votre thèse, l'islam et la guerre, montrait que les civilisations avaient toujours cherché à codifier les conflits pour éviter la barbarie totale. Et comme vous le dites, ces superpuissances actuelles s'affranchissent de toutes ces règles en toute impunité. Donc, on est dans une pure loi de la jungle, le rapport de force. Oui, bien évidemment, il y a un basculement systémique. Nous pouvons qualifier cela de basculement systémique. Nous basculons du système international tel que nous l'avons connu à un nouveau système qui sécrétera ses propres règles, en fait, sur la base des nouveaux rapports de force qui se fixeront. Ouais. Ces périodes sont en fait des périodes transitoires. Nous passons d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire et ce passage, bien évidemment,
implique que la puissance dominante, qui était à la tête de ce monde unipolaire, en l'occurrence les États-Unis, vont chercher par tous les moyens à perpétuer leur domination et à empêcher l'avènement et l'institutionnalisation surtout du nouveau monde multipolaire. Durant cette phase transitoire, le droit international n'aura pas de grande signification. Mais bien évidemment, ce processus ne durera pas très longtemps. À partir du moment où les nouveaux équilibres, les nouveaux rapports de force se créeront de nouveaux équilibres, il y aura inévitablement de nouvelles règles qui codifieront les relations entre les États sur la base de la nouvelle réalité internationale. Et dans ce sens, la guerre contre l'Iran sera très certainement les résultats définitifs de cette guerre pèseront très lourd dans la balance dans ce sens-là. Alors, cet affaiblissement éthique et juridique de l'Occident accélère une transition historique. Des BRICS à l'influence grandissante de la Chine et de la Russie, le monde bascule vers la multipolarité, comme vous le signaliez. Dans vos analyses et vos interventions à l'Académie Anon, vous soulignez que Pékin ne se contente plus d'être un partenaire commercial, mais s'impose comme un architecte diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique. Quelle est la stratégie réelle de la Chine au Moyen-Orient? Cherche-t-elle à remplacer l'hégémonie américaine ou propose-t-elle un modèle de gouvernance radicalement différent basé sur la non-ingérence? Effectivement, il faut dans ce sens, il faut toujours connaître l'histoire des pays, connaître l'arrière-fond culturel qui guide leur politique. Et ce faisant, nous trouvons bien évidemment qu'il y a des différences radicales. Il ne faut pas en fait comparer l'incomparable. L'approche occidentale qui se base sur la volonté de puissance, sur la volonté hégémonique, sur la volonté de dicter son mode de vie aux autres, sur la volonté de dominer, d'exploiter, etc. Ceci, en fait, dans la culture chinoise, n'a pas du tout son équivalent. La politique chinoise repose sur, disons, un patrimoine cognitif, culturel, stratégique totalement différent. La Chine a toujours cherché, la Chine a déjà ou qu'elle est destinée à le devenir. Il y a une petite coupure là, on ne vous entend pas. Vous m'entendez, hein? Oui. La Chine cherche avant tout ce qu'on peut appeler la connectivité. La Chine ne cherche ni à dominer, ni à exploiter d'une manière éhonter les ressources des autres pays, ni rien du tout. Elle cherche des rapports, elle fait sienne un paradigme fondamental qui consiste à considérer que chaque État est libre de choisir son mode de gouvernance, son mode de vie, etc. La Chine refuse de penser à s'ingérer dans les affaires des autres États. Et ceci fait partie des constantes stratégiques de la Chine. Il ne s'agit pas de considérations tactiques ou autres, il s'agit de constantes stratégiques. La Chine ne cherche pas à te dominer, à t'imposer son mode de vie. Elle n'en a rien à foutre. Au contraire, elle refuse d'imposer le mode de vie chinois aux autres États ou aux autres peuples, parce qu'elle considère que ce mode de vie concerne les Chinois et ne concerne personne d'autre. Donc la Chine, en fait, cherche la connectivité, on peut comparer
pour prendre une image qui illustre cela, nous pouvons dire que, par exemple, l'Occident est féru de jeux d'échecs dans lequel, au final, le roi meurt, le roi est liquidé, et donc le vainqueur dicte sa loi et domine tout le domaine dans lequel le conflit s'est effectué. Tandis que le jeu préféré des Chinois, c'est le jeu de Go. Et le jeu de Go, dans le jeu de Go, il n'y a pas d'élimination de l'adversaire. Il y a juste une instrumentalisation de l'adversaire pour servir les intérêts du vainqueur. Mais le jeu de Go cherche à préserver l'adversaire et à ne pas le liquider. De ce fait, donc, il y a une approche totalement différente. La stratégie chinoise se base sur une projection de puissance qui a une nature commerciale, une nature économique. Elle cherche à faire connaître sa culture, la Chine, mais ne cherche à l'imposer à personne. Elle cherche à faire connaître sa culture pour que les gens achètent, non pour imposer le mode de vie chinois à autrui. Ils n'en ont rien à foutre de cet aspect. Donc, la projection de puissance de la Chine se fait sur le plan économique, sur le plan commercial. La Chine cherche la connectivité, elle cherche à fonder de nouvelles routes commerciales qui ne soient pas dominées par l'Occident, qui soient sous sa propre supervision et sa propre domination, en collaboration et en coordination étroite avec d'autres États qui ne sont pas du tout considérés comme étant un petit bug. C'est là l'approche occidentale des rapports entre États, mais des États qui soient des partenaires à part entière et qui trouvent leur intérêt dans l'intégration dans le cadre des initiatives chinoises qui visent à créer et à sécuriser de nouvelles routes commerciales, dont bien évidemment ce qui est connu sous le nom des routes de la soie, c'est-à-dire l'initiative de la route et de la ceinture, je crois, elle s'appelle comme ça, l'appellation officielle. Donc, évidemment, la Chine ne pourra jamais agir seule, ne pourra jamais prétendre à l'unipolarité parce que cela est totalement étranger à sa culture et totalement étranger à sa stratégie. La stratégie chinoise repose sur un partenariat solide avec le maximum d'États possible. Elle cherche certes à être le numéro 1 sur le plan économique, sur le plan des échanges commerciaux, sur le plan technologique, mais très vraisemblablement, elle ne cherchera pas à dominer autrui parce que cela est totalement étranger à sa culture et à sa stratégie telle qu'elle est déployée au jour d'aujourd'hui. Prenons maintenant le cas du Maghreb et de la Tunisie ou encore de la région du Sahel qui rompt ses liens avec les anciennes puissances coloniales. Comment ces États peuvent-ils tirer profit de cette transition multipolaire sans tomber dans une nouvelle forme de dépendance ? En fait, il est très difficile pour ces États du Sahel. On parle des États du Maghreb ou des États du Sahel parce que les grilles de lecture sont très différentes. Pour ce qui est des États du Maghreb, comme on l'a dit, il y a bien évidemment les États du Maghreb, c'est le Grand Maghreb comprend la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Et les situations sont très, très différentes selon les États.
S'agissant du Maroc, nous savons tous qu'il a choisi son camp, que le Maroc fait partie des alliés les plus proches des États-Unis, mais aussi et malheureusement d'Israël, et que de ce fait, il peut même malheureusement constituer sinon une menace, du moins un défi sécuritaire pour la région, puisque quand l'entité sioniste entre dans une région, ce n'est pas pour les beaux yeux de cette région, c'est pour mettre en œuvre des stratégies de déstabilisation et autres. S'agissant de l'Algérie et de la Tunisie, ces deux pays ont choisi, au plan de la politique étrangère, une voie souverainiste. D'ailleurs, ils tentent très bien sur cette voie-là. La Tunisie cherche à varier ses partenaires, cherche à avoir la plus large marge de manœuvre possible. Pour elle, l'intérêt n'est pas de remplacer un partenaire par un autre, absolument pas. Son intérêt stratégique consiste dans le fait que la diversité des partenariats lui donne une marge de manœuvre plus importante pour veiller, pour garantir ses propres intérêts. La Tunisie cherche à conserver et à développer ses relations avec l'Europe, mais en parallèle, elle cherche aussi à développer, autant que faire se peut, ses relations avec la Chine, avec la Russie, avec tous les partenaires possibles. L'Algérie aussi est dans cette logique-là et diversifie ses partenariats avec les États-Unis, avec l'Europe. L'Algérie est devenue un acteur incontournable en ce qui concerne la sécurité énergétique de l'Europe et de ce fait a une très grande importance stratégique pour l'Europe. C'est un producteur très important d'hydrocarbures, mais c'est aussi un État, un territoire de passage de nouvelles ressources énergétiques qui vont venir du Nigeria, traverser le Niger et l'Algérie en direction de l'Europe. De ce fait, donc, les situations. Oui, pour la Libye n'est pas à proprement parler un État au vrai sens du terme, dans la mesure où parmi les éléments de définition de l'État, c'est que l'État a nécessairement le monopole de la contrainte armée, ce qui est très loin d'être le cas par rapport à la Libye. La Libye est composée. On vous perd parfois. Oui. Donc, il faut mettre la Libye entre parenthèses, parce que pour le moment, et contrairement à nos souhaits et à nos espérances, la Libye n'est pas encore un État à l'heure où nous parlons. Et nous souhaitons de tout cœur que la Libye retrouve son unité et qu'elle soit un véritable État gouverné par un gouvernement central dont l'autorité s'étend à tout le territoire libyen, ce qui est très loin d'être le cas à ce jour. Concernant la Mauritanie, bien évidemment, nous savons qu'elle a pris le train de la normalisation à un certain moment et que c'est un État prometteur sur le plan économique, puisqu'il y a beaucoup de ressources nouvelles qui ont été découvertes et qui sont en train d'être
exploiter. C'est un État dont l'avenir sur le plan économique est prometteur, mais qui a un certain nombre d'équilibres à sauvegarder. C'est un État qui ne peut pas se permettre de se mettre à dos le Maroc ou l'Algérie et qui donc adopte une politique vis-à-vis de ces deux puissants voisins. Donc, il n'y a pas de politique unifiée à l'échelle du Maghreb vis-à-vis de la tendance inexorable vers un monde multipolaire. Il y a des politiques très différentes et très distinctes, et voire même contradictoires sur beaucoup de dossiers, souhaitant que l'Algérie et la Tunisie soient l'épine dorsale d'un Maghreb qui verra le jour dans le futur et qui choisira la voie souverainiste pour gérer et assurer ses intérêts nationaux. Alors, face à ce basculement, l'Occident utilise de plus en plus sa puissance financière comme une arme de guerre, notamment à travers les sanctions et le contrôle du système SWIFT. Dans vos analyses pour l'Académie Anon, vous observez de près les dynamiques du Sud global. Est-ce que cette militarisation du dollar n'est pas en train de produire l'effet inverse de celui recherché en devenant le principal accélérateur de la dédollarisation et de l'autonomie stratégique des pays émergents ? L'effet inverse de celui recherché, j'ai pas entendu le reste parce que il y a un problème. De toutes les façons, la question est claire. Oui. Bien évidemment, en abusant de la militarisation et de l'instrumentalisation stratégique du système, des leviers du système monétaire et du système financier. On vous a perdu. Que les Occidentaux maîtrisent dans une large partie, évidemment, tout ceci a suscité des réactions des puissances montantes, notamment de la Chine, de la Russie, de l'Iran et autres qui sont en train de mettre en place et de mettre en œuvre des solutions alternatives à celles qu'offre le système actuel. Et ceci, bien évidemment, entre dans le cadre de l'institutionnalisation, parce qu'en fait, le monde multipolaire existe aujourd'hui. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus capables d'imposer leur volonté, ni par la politique, ni par les armes. Il faut comprendre que la guerre contre l'Iran sera connue dans l'histoire unipolaire. Le monde unipolaire n'existe que dans la bouche, dans le cerveau et la bouche de Trump. Dans la réalité, il n'existe plus, en fait. Donc, bien évidemment, ce monde multipolaire existe, mais manque cruellement d'institutionnalisation. Ce monde multipolaire va très certainement, à la longue, être véritablement institutionnalisé. Nous aurons très probablement un système économique alternatif, un système financier alternatif, un système monétaire alternatif qui mettra fin aux effets nocifs de l'instrumentalisation du dollar. Tout ceci est bien évidemment en voie et la politique hégémonique américaine et surtout unilatéraliste américaine va très certainement avoir pour effet d'accélérer l'institutionnalisation du monde multipolaire puisque les puissances montantes travaillent sur ces aspects très sérieusement
Et pour eux, puisque les parties prenantes à ce monde multipolaire, qui sont essentiellement, pour dire les choses comme elles sont, qui sont essentiellement la Chine, la Russie et l'Iran. Ces trois puissances font l'objet de sanctions économiques, financières et monétaires de la part font l'objet de sanctions économiques, d'instrumentalisation des leviers monétaires et financiers contre ces États, ce qui les pousse évidemment à trouver les solutions alternatives, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ces trois États seront les piliers fondamentaux du monde multipolaire d'aujourd'hui, parce qu'il existe aujourd'hui, mais qui sera finalement qui sera institutionnalisé demain, et cette institutionnalisation, bien évidemment, est l'instrument essentiel qui fera de ce basculement un basculement systémique définitif. Il s'agit d'institutionnaliser une réalité qui existe de fait aujourd'hui. J'aimerais maintenant qu'on aborde la guerre invisible, celle des esprits. Dans votre trilogie romanesque, Ce n'est pas de ma faute, écrite sous forme de thriller d'investigation, vous plongez dans les coulisses de la manipulation politique, de l'endoctrinement dogmatique et des réseaux d'influence. Aujourd'hui, la censure et le contrôle algorithmique sur les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi féroces. Qu'il s'agisse de la propagande des groupes extrémistes ou du traitement médiatique des télévisions occidentales mainstream, quels sont les mécanismes psychologiques et techniques modernes de cette manipulation de masse ? Évidemment, c'est un sujet très très important pour lequel il faut en fait consacrer 5 heures au bas mot. Hein. En fait, oui, je suis en train de finaliser un ouvrage sur cette question, sur la question de la militarisation des sciences sociales. Sur la question de la militarisation des sciences sociales et sur la portée stratégique de cette militarisation. Ce qu'on peut dire en peu de mots, bien évidemment, c'est que contrairement à ce que la plupart des gens pensent que la supériorité occidentale qui commence à prendre fin dans le monde, en fait, est basée sur une certaine supériorité dans les sciences exactes, c'est-à-dire sur une certaine supériorité technologique. Et c'est totalement faux, parce que dans ce domaine, l'Occident a été rattrapé par la Chine, par la Russie, par l'Iran. L'Occident a toujours des domaines dans lesquels il est supérieur technologiquement, mais les autres États ont aussi leurs propres domaines dans lesquels la supériorité technologique est la leur. Si on voit par exemple le déroulement de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, nous trouvons que les États-Unis ont une certaine supériorité dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de l'instrumentalisation de l'intelligence artificielle, etc., mais que l'Iran a certains domaines dans lesquels il est nettement supérieur aux Occidentaux, c'est-à-dire les missiles hypersoniques, la neutralisation des défenses antiaériennes, des défenses antimissiles, etc. Donc, le vrai domaine de la supériorité occidentale ne consiste pas dans les sciences exactes, contrairement à ce que l'on peut penser. Le vrai domaine de supériorité, c'est le domaine des sciences sociales et leur instrumentalisation pour déstabiliser et pour faire tomber des régimes. Dans ce cadre, par exemple, donnons un seul exemple. Comment l'URSS a été démantelée? Est-ce qu'il y a eu un seul coup de feu qui a été tiré contre l'URSS? L'URSS a été terrassée par l'instrumentalisation et la militarisation des sciences sociales, qui comprennent les sciences économiques, la psychologie sociale, la psychologie des foules, l'anthropologie, les sciences politiques, etc., etc. C'est l'instrumentalisation des sciences sociales qui est venue à bout de l'URSS. De ce fait, donc, l'Occident
travaille sur les perceptions et sur les représentations mentales de l'opinion publique mondiale, de sorte que un mensonge bien travaillé, bien ficelé, devienne une vérité dans l'esprit des gens et que ces gens ignorent totalement ou rejettent totalement la vérité vraie, comme on dit. Ce qui fait que le monde est passé à l'heure de ce que certains penseurs appellent l'ère de la post-vérité. Ce n'est plus la vérité qui importe, c'est la perception mentale des gens de la situation qui importe. Et c'est bien évidemment là le domaine dans lequel il y a une indéniable supériorité occidentale, puisque ceux-ci sont aujourd'hui en mesure d'utiliser leurs instruments pour agir sur les représentations mentales des gens et pour agir sur pour changer leur perception de la réalité, de sorte qu'ils voient la réalité à travers les lunettes américano-sionistes et non pas à travers des lunettes qui ont des verres transparents, qui leur permettent de voir la réalité telle qu'elle est. Ceci est bien une guerre au sens militaire, il y a une guerre au sens économique, il y a une guerre monétaire. Il doit bien évidemment y avoir aussi une guerre mondiale de nature sociale qui qui doit détruire ou faire équilibre à tout le moins à la puissance occidentale dans ce domaine-là. Alors, en tant qu'intellectuel et universitaire basé en Tunisie, portant une parole critique et souverainiste, comment parvient-on à faire entendre une voix dissidente dans un espace public mondial de plus en plus polarisé et verrouillé ? Oui, bien évidemment, ceci constitue le plus grand défi, mais il ne faut pas se concentrer ce faisant sur le résultat final et se dire qu'au bout du compte, on ne parviendra à rien, puisque nous ne maîtrisons rien. Il faut se concentrer sur ce que nous pouvons faire, non pas sur le résultat final de nos actions. Sinon, tout le monde se découragera et toutes les voix discordantes se tairont. Il faut se concentrer sur notre marge de manœuvre. Nous pouvons parler, nous pouvons écrire, nous pouvons diffuser même à petite échelle. Eh bien, faisons-le. Nous ne savons évidemment pas quel sera le résultat final de tout ça, mais au moins nous aurons, par rapport à nous-mêmes, fait ce qu'il fallait faire. C'est le principal objectif, puisque réellement, en fait, nous ne savons rien. Mais il faut bien évidemment penser à mettre tout cela dans le cadre d'un réseau mondial connecté qui rassemble toutes les voix discordantes et toutes les voix qui appellent à l'avènement d'un monde multipolaire et surtout d'un monde juste. Il faudra travailler sous le label, il y aura un monde juste où il n'y aura pas du tout de monde, puisque ces phases de transition en général sont très très dangereuses. Elles peuvent à tout moment nous conduire vers un désastre. Il faut savoir que cette puissance hégémonique américano-sioniste qui a la prétention de gouverner le monde ne se laissera pas faire aussi facilement que ça, et que nous avons affaire à une bande décervelée qui dirige en fait des États nucléaires. Dans ce sens, il faut voir que les États-Unis sont gouvernés par une personne aussi déréglée que Trump, que l'entité sioniste est dirigée par une bande décervelée de fous alliés qui croient en des trucs
qui croient dans des légendes qui n'ont aucun fondement sur le plan de la réalité et qui fondent des stratégies politiques effectivement appliquées, qui n'hésitent pas à commettre des génocides. Qui nous dit que ces personnes n'useront pas à un moment ou à un autre de l'arme nucléaire? Rien ne dit cela, en fait. Donc, de ce fait, c'est ce qui explique il y aura donc un monde équilibré et juste, ou peut-être il n'y aura plus de monde tout court. Alors, justement, dans votre trilogie, ce n'est pas de ma faute, vous décortiquez la faillite morale et idéologique de certains réseaux. Mais qu'en est-il des élites académiques? Est-ce que la défaite que nous observons aujourd'hui dans la guerre de l'information n'est pas aussi celle d'une partie des intellectuels du monde arabe et africain qui ont parfois préféré s'aligner sur les narratifs et les financements des think tanks occidentaux par confort, plutôt que de construire une pensée souveraine et critique? Oui, bon, il est trop tôt pour parler de défaite, hein, oui. Parce que nous avons parlé de la puissance occidentale disproportionnée et en position dominante en ce qui concerne ces leviers qui agissent sur les représentations mentales des gens. Bon. Mais nous n'avons pas parlé de défaite, au contraire, nous avons constaté qu'il y a des mouvements sociaux, des mouvements de masse qui nous détrempent dans ce domaine-là. Et il faut constater qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une majorité de l'opinion publique qui déteste Israël, qui met en cause l'influence du lobby sioniste sur le processus de prise de décision aux États-Unis et qui met en cause le rôle exagéré du lobby sioniste aux États-Unis. Donc, la majorité des peuples occidentaux sont aujourd'hui anti-israéliens et pro-palestiniens. Il faut donc raison garder et garder une certaine distance par rapport à la réalité. Il y a des mécanismes qui fonctionnent dont nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants, qui font que chez les peuples, il y a toujours un certain libre arbitre et il y a toujours une certaine liberté d'esprit par rapport au conditionnement massif et aux manipulations de masse qu'ils subissent. Ceci est dû à quoi? Est-ce que ceci est dû aux réseaux sociaux, au fait que tout citoyen peut recevoir, mais aussi distribuer l'information? Et bien évidemment, c'est l'affaire des spécialistes de décortiquer tout cela, comment fonctionne tout cela, et comment se fait-il que le système médiatique mondial est contrôlé et totalement ou en grande partie dominé par le sionisme international, alors que les opinions publiques des différents États dans le monde sont devenues plutôt et d'une manière virulente pour certains, anti-sionistes et acquis aux thèses palestiniennes. Donc, il ne s'agit point d'une défaite, hein, mais il s'agit... En l'occurrence, je visais les élites académiques qui se sont vendues aux lois du marché, en l'occurrence. Bien évidemment, pour cet aspect-là, force est de constater que ces élites qui travaillent en élite, je ne sais pas si le terme est exact, disons c'est pseudo-élite, parce que des gens qui font véritablement pour faire partie d'une élite, il faut par définition avoir une certaine liberté d'esprit par rapport au système, par rapport au pouvoir, par rapport aux thèses dominantes ou aux narratifs dominants dans le monde, etc.
il faut établir des critères pour cette classification. Mais disons que force est de constater que une partie importante de cette pseudo-élite dans beaucoup de nos pays est étroitement associée à des réseaux associatifs et qui diffusent, bien évidemment, qui se font les relais des narratifs dominants instrumentalisés. Et malheureusement, ce réseau associatif est composé d'associations, d'organismes, etc., qui sont en grande partie financés par les Occidentaux sachant que la plupart des États occidentaux sont gouvernés par des oligarchies sionisantes. Ces oligarchies, si elles ne sont pas carrément sionistes, elles sont au moins sionisantes. De ce fait, donc, il s'agit effectivement d'un phénomène très inquiétant et très grave qui fait que cette pseudo-élite qui aurait pu prétendre à faire partie de la véritable élite s'est vouée au mercenariat, au mercenariat intellectuel, si nous pouvons qualifier cela, si le terme s'applique, au mercenariat intellectuel qui fait que leur cerveau fonctionne à la demande et à la fin présente la facture. C'est ça. C'est aussi simple que ça. La soupe est trop bonne. On peut dire ça. Tout à fait, tout à fait. Mais heureusement, comme vous le soulignez, en effet, les populations, en tous les cas, se lèvent et les consciences s'éveillent. En tous les cas, merci infiniment Adnan Limam pour la clarté et la profondeur de vos analyses. Je rappelle à nos téléspectateurs l'importance de lire vos ouvrages pour comprendre les structures profondes de notre époque. Votre dernier livre sur la Palestine pour décoder la théopolitique actuelle et votre thèse incontournable, l'islam et la guerre. Quant à vous, chers fidèles d'Observe-Actu, merci pour votre fidélité. Le combat pour l'information passe par la lecture et l'analyse rigoureuse. Partagez cette émission, abonnez-vous et à très bientôt. Merci beaucoup, Adnan Limam. Au plaisir. Merci infiniment. Au plaisir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.